السلام عليكم. معكم الأستاذ الربيعي وئام. هذا الكور هذا ديال اليوم كور ديال انفورماتيك انفوغرافي بالنسبة لي جون ديال 6e année art appliqué. Donc voilà, cours d'initiation à Photoshop. Donc quel est l'objectif de ce cours? L'objectif de ce cours est de découvrir l'interface Photoshop et d'acquérir les bases du traitement d'images. Donc voilà tout d'abord une petite présentation. Qu'est-ce que Photoshop? Donc Photoshop est un logiciel de retouche et de traitement d'images. Il appartient à une suite de logiciels appartenant à Adobe Suite Creative comme Illustrator, InDesign et bien d'autres. Il est surtout utilisé pour le traitement de photos numériques et il est reconnu principalement par les infographistes professionnels à travers sa puissante galerie de filtres et d'outils graphiques performants. Donc voilà l'espace de travail, voilà à quoi ressemble l'espace de travail Photoshop. Donc l'espace de travail, c'est ce que vous pouvez voir en premier à l'ouverture de Photoshop. Il s'agit de l'interface du logiciel, c'est-à-dire ce fond gris, voilà, le voilà, ce fond gris et les fenêtres de gauche et de droite. C'est dans cet espace de travail que tout se passe, c'est-à-dire dans ce petit rectangle. Voilà la barre des menus, la barre des options, voilà à quoi ressemble l'interface en général. Donc en haut, tout en haut, on a la barre des menus, c'est-à-dire File, Edit, Image, etc. Il y a juste en dessous la barre d'options des outils, puis il y a la boîte à outils, c'est un élément très important, et puis il y a les palettes flottantes masquées, voilà, et qui s'ouvrent et qui se découvrent juste en cliquant dessous. Donc voilà un petit récap de ce qu'on a déjà vu. Donc l'interface se constitue de, premièrement, une barre des menus, c'est-à-dire cette série de boutons qui sert à ouvrir, enregistrer, fermer, éditer et modifier un document. Deuxièmement, il y a une barre d'options des outils, c'est-à-dire nous allons utiliser cette option des outils pour définir une ou plusieurs options spécifiques aux outils de notre logiciel afin de les paramétrer. Troisièmement, une boîte à outils. Cette petite fenêtre constitue notre stock d'outils, c'est-à-dire les outils qui sont à notre disposition. Autrement dit, la trousse dans laquelle nous trouvons les paires de ciseaux, les pinceaux, crayons, des gommes, etc. Quatrièmement, une palette flottante. C'est une zone de couleur orange encadrée, ce que l'on appelle les palettes flottantes. Autrement dit, ce sont des petites fenêtres que l'on dispose à l'intérieur de l'espace de travail et à partir desquelles nous aurons accès à la majorité des fonctionnalités dont nous disposons sous Photoshop. Dernièrement, les palettes flottantes masquées, cette zone accueille et recense les raccourcis des palettes flottantes. Le principe est simple, vous déposez toutes les palettes flottantes que vous désirez à l'intérieur de cette petite zone, puis elles se transforment en petites vignettes que vous n'aurez alors qu'à déplier pour leur faire reprendre une apparence normale. Voilà donc un petit aperçu sur la boîte à outils. Donc, de quoi est constituée une boîte à outils? Donc voilà à quoi ressemble une boîte à outils. D'abord, donc les fonctionnalités sont classées par catégorie afin de nous faciliter la tâche. Dans un premier temps, nous étudierons les outils de base liés aux premières manipulations fondamentales sur Photoshop, c'est-à-dire la sélection, voilà, la sélection, le recadrage ou encore le détourage. Voilà, la boîte à outils a plus d'un tour dans son sac. Si elle est formée par 4 catégories, certains outils sont eux-mêmes classés par famille et n'apparaissent qu'à condition de faire un clic droit sur l'outil visible. Par exemple, ici l'outil sélection, si on appuie dessous, il y a une autre catégorie qui s'affiche, c'est-à-dire une sélection en rectangle, une sélection qui est circulaire, etc., etc. Deuxièmement, qu'est-ce qu'une zone de travail? Donc, la zone de travail est le nom que lui a attribué Adobe Photoshop. Mais on peut dire d'autres noms, par exemple, on peut le nommer le projet ou bien le document ou encore la feuille. L'espace de travail est comparable avec un bureau de travail réel, comme celui-ci. Voilà, il s'agit en effet de l'espace dans lequel sont disposés par exemple nos pinceaux, nos crayons, etc. D'accord. Comment créer une zone de travail? Et là,
paramétrer. Donc il est enfin temps de poser une nouvelle feuille blanche sur la table de travail. Autrement dit, créer une nouvelle zone de travail ou bien un projet ou un document. Pour cela, je vais vous demander de cliquer sur le bouton Fichier qui est dans la barre des menus. Donc dans la barre des menus, je me dirige vers le menu Fichier qui se situe dans la barre des menus, voilà, puis sur Nouveau. Vous pouvez passer par les raccourcis clavier CTRL N. Une nouvelle fenêtre qui est pareille à celle-ci apparaît et elle est intitulée, comme vous pouvez le voir, Nouveau. Donc, dans cette boîte de dialogue, qu'est-ce qu'on retrouve? Premièrement, on retrouve le nom. Donc le nom, titre de la zone de travail, celui que portera le fichier final une fois enregistré dans un dossier de votre ordinateur. Ici, il s'agit bien, bel et bien, de son titre parce qu'on n'a pas nommé notre zone de travail. Deuxièmement, les paramètres prédéfinis, c'est-à-dire les paramètres qui sont déjà configurés au préalable. La liste dans laquelle figurent différents formats prédéfinis, on parle généralement de formats pour désigner les dimensions d'une zone de travail ou bien même d'une image. Pour la plupart, ce sont des formats populaires, des formats dits populaires, par exemple les A4, les A3, les A5 ou bien des enveloppes traditionnelles, le format type d'une enveloppe traditionnelle, etc. Le principe est simple, vous n'avez qu'à choisir un type de format parmi ceux qui vous sont proposés dans la liste, puis cliquez sur OK et Photoshop s'occupe du reste. Dernièrement, la largeur et la hauteur. La largeur, ce paramètre définit la largeur de la zone de travail, tandis que la hauteur, voilà, on définit la hauteur de la zone de travail. Pour cela, pour faire, il faut désigner donc une valeur, voilà, qui est en chiffres, et puis l'unité, c'est-à-dire 5 cm ou bien 5 pixels, 5 points, etc. Résolution, tout comme votre écran d'ordinateur, les images que l'on peut consulter à l'aide d'un outil informatique, par exemple l'ordinateur au téléphone ou bien d'autres, sont toutes composées de petits carrés de couleur que l'on appelle pixels. Donc voilà, qu'est-ce qu'un pixel? Donc un pixel n'a pas de taille bien définie. Okay? Pour déterminer la taille d'un pixel, il faut définir une résolution pour le représenter graphiquement. Donc il s'agit plus ou moins d'une échelle comme celle que l'on trouve dans une carte de géographie. Donc une information à noter, plus la résolution est élevée, moins les pixels sont gros, c'est-à-dire il faut s'éloigner pour bien visualiser la chose. À l'inverse, plus la résolution est basse, plus les pixels sont gros car on se rapproche à l'échelle. Le mode colorimétrique, c'est un mode qui définit le type d'organisation des couleurs pour une image. Par exemple, si je choisis le mode noir et blanc, je ne pourrai travailler qu'avec ces deux couleurs dans ma zone de travail ou dans ma zone de nuance. Pas question d'y avoir par exemple du jaune ou bien du rouge. Le contenu de l'arrière-plan. Sur Photoshop, on parle d'arrière-plan pour désigner le fond de la zone de travail. Donc on a trois possibilités. Donc soit on crée la zone de travail avec un fond blanc, soit on crée la zone de travail avec un fond de couleur, ou bien on crée notre espace de travail avec un fond qui est transparent, ou bien sans fond de couleur. D'accord, donc voilà un récap sur tout ce qu'on a déjà vu dans les diapos précédents. Donc on trouve dans la boîte de dialogue nouveau le nom, les paramètres prédéfinis, la taille, la résolution, le mode colorimétrique et enfin le contenu de l'arrière-plan. Donc voilà à quoi ressemble l'espace de travail. Après avoir créé notre nouveau espace de travail, un rectangle blanc, voilà, s'affiche. Et notez bien qu'on a déjà défini un background ou bien un arrière-plan qui est blanc. La phase qui est intéressante, qui est l'enregistrement. Donc il faut cliquer sur le menu Fichier qui est là. Et puis, on clique sur Enregistrer ou bien Enregistrer sous. Notez bien, voilà, qu'il existe un raccourci clavier qui est CTRL S. Le bouton Enregistrer permet de sauvegarder la source de notre travail uniquement si des modifications ont déjà été apportées au document. Tandis que l'autre bouton Enregistrer sous, c'est-à-dire sauvegarde une copie de cette source. Ne vous embêtez pas pour le moment avec ça. Donc, contentez-vous d'enregistrer votre espace de travail d'une manière classique, c'est-à-dire CTRL S ou bien CTRL-S.
D'accord. Premièrement, vous pouvez donc, dans la boîte de dialogue qui s'affiche, choisir la destination de votre enregistrement. Vous pouvez ensuite définir le nom que portera votre fichier. Dans notre cas, on a choisi ma première zone de travail. Troisièmement, vous devez ensuite choisir le format de votre fichier. Donc, observez le contenu de la liste déroulante. Certains des formats vous seront bien connus et d'autres, ils sont moins employés, mais qui ne sont pas facultatifs bien sûr. Donc les formats ou bien les extensions à voir de plus près sont PSD, JPEG, .png, .pdf, EPS, TIFF et GIF. Donc les formats PS ou bien les extensions Photoshop. Il existe plusieurs types de fichiers, par exemple AI pour les fichiers Illustrator, PDF, et PSD et bien d'autres. Donc, à chaque format, sa fonction, ce qui est très clair. Sont-ils tous égaux? Quelles sont les différences? Quel format pour quelle utilisation? Donc, pour commencer, voyons la différence entre les deux principaux formats de fichiers qui sont le vectoriel et le matriciel. Donc, vectoriel et matriciel. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un fichier vectoriel? Donc, c'est un fichier reposant sur une logique géométrique, des formules mathématiques et fonctionnant avec un système de coordonnées. Ainsi, un fichier vectoriel est un fichier composé uniquement de figures géométriques et de tracés. Donc ces lignes ne sont pas pixelisées et les contours sont lisses, c'est-à-dire quand on zoome, on ne perd pas de la qualité. Les éléments du fichier peuvent être réduits ou agrandis à volonté sans altérer leur qualité. Quelques exemples, le AI, le PDF, le EPS. Voilà le fichier matriciel. Qu'est-ce qu'un fichier matriciel? Quant à lui, il se matérialise sous la forme d'un grand quadrillage constitué de pixels. Les pixels, comme on a déjà vu, sont des petits carrés de couleur non visibles à l'œil nu. Lorsque l'image de faible résolution au format matriciel est agrandie, les carrés apparaissent plus grands, les contours sont moins précis et l'image devient floue, contrairement à l'image vectorielle. Les fichiers au format matriciel sont PSD, le JPEG, le PNG, le PDF et aussi le EPS. Voilà, lumière sur différents formats de fichiers. Voilà donc la liste déroulante qui s'affiche. Quand on veut enregistrer par exemple un document, une boîte de dialogue s'affiche comme celle-ci, appelée Save As en anglais ou bien, pour ceux qui ont l'interface en français, enregistrer sous. La liste déroulante est celle-ci. Et donc voilà les extensions qui s'affichent. Voilà, le format PSD est un format qui nous intéresse puisque c'est le format des projets Photoshop par défaut. Donc le format .psd est un fichier matriciel bien entendu, généré par le logiciel d'édition Photoshop. Le format .psd est constitué d'un ensemble de calques matriciels. Le cas d'utilisation, donc quand est-ce qu'on utilise le PSD? Donc le format PSD est utilisé principalement pour les images qui ne peuvent pas être vectorisées comme les photos. Le format EPS, donc le format .EPS est le prédécesseur du PDF. Autrefois très utilisé dans le milieu professionnel, ce format permet de conserver les attributs vectoriels d'un fichier. Aujourd'hui, le format .EPS est mis de côté au profit du format .PDF qui est jugé plus souple. Donc le cas d'utilisation, à moins d'avoir des habitudes spécifiques, le format EPS ne s'utilise plus. Donc on n'a pas à utiliser le .EPS. Par contre, on peut utiliser le .PDF. Le format JPEG. Le format JPEG est généralement utilisé pour afficher les photographies et autres images à temps continu de documents HTML, c'est-à-dire de documents web. Le format JPEG prend en charge les modes CMJN, c'est-à-dire cyan, magenta, jaune et noir, ou bien les modes RVB qui est rouge, vert, bleu, ou encore les niveaux de gris et autres. À la différence du format GIF, le format JPEG conserve les informations chromatiques d'une image RVB, mais il compresse la taille des fichiers en éliminant des données de façon sélective. Donc voilà comment enregistrer au format JPEG. Donc la commande enregistrer sous permet d'enregistrer une image, soit CMJN ou bien RVB. Okay, donc le format JPEG a pour caractéristique de comprimer la taille du fichier en supprimant les données de façon sélective. Donc comment faire pour enregistrer? Pratiquement, donc choisissez le fichier dans la barre des menus, puis enregistrez sous, puis choisissez
dans la liste qui s'affiche le format JPEG. Voilà, dans la liste des formats qui s'affichent. Dans la boîte de dialogue option JPEG, sélectionnez les options à votre convenance, puis cliquez sur OK. Et définis la qualité de l'image, choisissez une option dans le menu qualité, déplacez le curseur qualité ou saisissez une valeur comprise entre 0 et 12. Donc 12 est une qualité maximale de la photo, tandis que 0 est une qualité très minimale. Voilà, donc voilà la boîte de dialogue qui s'affiche, qui s'appelle JPEG Options, ou bien les options de l'extension JPEG. Et voilà donc l'interface, ou bien la boîte de dialogue enregistrée sous, et voilà la liste des extensions. Okay? Donc comme vous pouvez le voir, la qualité ici est de 10. Je peux l'augmenter, et autrement dit, si on augmente la qualité du fichier, on augmente sa taille aussi. Le format PDF, le fameux PDF, est un format de fichier très souple, compatible entre différentes plateformes et applications. C'est-à-dire, on parle ici d'un concept de la portabilité ou bien de l'utilisabilité. Donc, les fichiers PDF affichent une précision et conservent les typos, donc les polices, et les mises en page, et les graphiques vectoriels et bitmap. Le format PNG aussi est un format très intéressant, développé comme variante sans brevet du format GIF, c'est-à-dire c'est un petit-fils du format GIF, qui est un prédécesseur, est utilisé pour la compression sans perte de l'affichage des images, surtout conçues pour le web. Voilà, donc l'enregistrement du PNG, donc de la même manière, on choisit dans la barre des menus le menu fichier, puis on clique sur enregistrer sous, et puis on choisit l'extension PNG. Enfin, donc, on sélectionne une option d'entrelacement, c'est-à-dire sans, voilà, et on affiche l'image dans un navigateur une fois téléchargée et terminée. Le format GIF, voilà, le format GIF est généralement utilisé pour afficher des graphiques et des images de couleurs indexées toujours dans des documents web. Comment enregistrer? Toujours de la même façon, choisissez Fichier, Enregistrer sous, puis sélectionnez le format GIF. Indiquez les options dans la boîte de dialogue qui s'affiche et puis cliquez sur OK pour valider. Voilà la boîte de dialogue qui s'affiche. Toujours, notez bien que l'intitulé de la boîte de dialogue est GIF Save Options, c'est-à-dire les options d'enregistrement GIF. Donc voilà à quoi ressemble la boîte de dialogue qui s'affiche pour enregistrer le format GIF. Vous connaissez maintenant la différence entre matriciel et vectoriel et les principaux formats pour vos fichiers et leur utilité. Donc c'est à vous de jouer maintenant.